Moi-même et Mohamed Touati sommes très entreprenants en direction d'Aït Ahmed et certainement chaque membre de la haute hiérarchie militaire, comme chaque membre du HCE, avons de nombreux proches ou amis au FFS. Nous savons quelles sont leurs idées sur l'intégrisme et ce qu'ils espèrent pour leur pays. Quand on les met devant les contradictions d'Aït Ahmed, ils reconnaissent volontiers qu'il en fait trop. Mais ce qu'il dit n'est pas ce qu'il pense vraiment. Et ça s'arrête là. Le zaïm reste le zaïm. Sil Hussein, avant de me quitter, me demande la modération dans notre lutte contre la subversion. Je le rassure en lui disant, au nom du HCE et au nom de l'armée, que nous évitons la répression systématique, que nous sommes sélectifs et que nous privilégions en toutes circonstances la politique de la main tendue et que nous agissons dans le cadre de l'état de droit. Le jour même, Aït Ahmed, de retour dans sa permanence, recevant des journalistes, rend hommage au réalisme de l'ANP qui s'est exprimé par la recherche d'une solution au problème de la violence qui ne soit pas uniquement répressive et qui s'entoure d'une volonté de résoudre les problèmes politiques. Malheureusement, Aït Ahmed oublie parfois aujourd'hui ce qu'il a dit le jour d'avant. Quelques mois auparavant, Aït Ahmed avait exprimé une grosse colère en écoutant Othman Saadi disserter sur ses thèmes favoris, l'origine des Berbères et la langue arabe exclusive et souveraine. Invité à un débat télévisé, Aït Ahmed avait refusé de polémiquer avec un fasciste et un ba'thiste. Si j'ai bien compris, Othman Saadi, qui n'a jamais menacé de tuer 2 tiers des Algériens qui ne partagent pas ses idées, de leur faire changer leur habitude alimentaire, de proscrire à jamais la démocratie, de marier les filles à 12 ans et de couper la main aux voleurs, est infréquentable, mais pas Benhadj et Hachani. Je suis un militaire habitué à appeler les choses par leur nom. Je n'arrive pas à trouver un nom aux contradictions d'Aït Ahmed. Grosso modo, les positions des 3 autres personnalités que je reçois en ce 3 juillet 1992 recoupent celles exprimées par Aït Ahmed. Tout en condamnant les excès du fils, il souhaite le voir revenir sur la scène politique. L'avis de Ben Bella, cependant, est plus tranché en ce qui concerne l'arrêt du processus électoral. Il estime que c'était ce qu'il fallait faire parce que les dérives des intégristes, devenues ingérables, étaient en passe de créer des fractures irréversibles au sein de la société. L'ancien président de la République résume devant moi ce qu'il venait déclarer à la presse quelques jours avant l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Après le départ de mon dernier visiteur, je suis revenu par la pensée aux querelles de 1962 qui avaient plongé l'Algérie dans des affrontements fratricides. Allons-nous revivre les mêmes problèmes? Avec Nahnah, les choses sont plus simples. Il veut faire triompher ses idées sans recourir à la violence. Il adresse aux Algériens un discours de paix et les Algériens sont libres de le suivre ou de lui tourner le dos. Il ne prétend pas les y forcer par le sabre ou la kalachnikov. Le parti de Nahnah nous offre l'occasion de prouver que nous ne sommes pas des éradicateurs de l'islamisme, pourvu qu'il ne soit pas exclusif et violent. L'Algérie combattra cet islamisme dit modéré par l'ijtihad, effort de réflexion. Un vide béant. Qui aurait suffisamment de poids historique, de vision lointaine et de courage pour remplir le vide béant ouvert par la disparition de l'homme du 1er novembre? Nous pensons d'abord à Mohamed Salah Mentouri, dont l'action à la tête de la sécurité sociale ou du CNES a été la démonstration de ce que peut accomplir un homme compétent et déterminé. Ses analyses critiques sur la façon dont était pensée et mise en œuvre la politique économique du pays s'étaient révélées justifiées. 4e enfant d'une famille modeste de Constantine, son père était facteur, frère du courageux médecin de l'ALN, le professeur Béchir Mentouri, et de Mahmoud Mentouri, tombé dans l'Aurès. Il a grandi dans un milieu pétri des valeurs de la Révolution de novembre. Tout plaidait pour Mohamed Salah Mentouri, dit Kamel. Nul doute, il ferait un excellent président du HCE en attendant de renouer avec le processus électoral. Nous le faisons contacter par un de ses amis proches de l'ANP, mais Mentouri se dérobe. Nous n'avons pas plus de chance avec Mohamed Saïd Mazouzi, personnalité respectée de tous pour sa sagesse et pour les grandes souffrances qu'il avait endurées du fait des répressions coloniales. Il avait passé 17 ans de sa vie dans les geôles françaises. Ses forces déclinantes ne l'autorisaient pas à commencer une carrière politique dans un contexte aussi difficile.
Nous nous disons alors qu'Ahmed Taleb Ibrahimi pourrait reprendre à son compte le mot d'ordre de Boudiaf. Taleb est une personnalité très cultivée. Son réalisme politique l'avait conduit à servir avec tous les régimes qui s'étaient succédés en Algérie sans jamais élever la voix. Sans doute qu'au-delà des hommes, il signifiait à tous qu'il était au service de l'Algérie et qu'importe celui qui est aux commandes. Il était beaucoup plus musulman qu'islamiste à l'ère du FLN de Msahdiya et de Mehri. En ce qui concernait Taleb, il n'y avait que 2 saisons qui se suivaient, quand chez d'autres, plusieurs se superposaient. Il nous convenait ainsi qu'il était un pied dans le comité qui exigeait la libération des chiours et un autre plus près de nous. Peu importe l'endroit précisément, nous n'avions aucun doute que c'était par réalisme politique et nullement, bien évidemment, par opportunisme. Ahmed Taleb avait de nombreux opposants. C'est toujours le lot de ceux qui proposent, agissent ou gouvernent. Nous ne tenons pas compte des médisances et des jugements de valeur. Ahmed Taleb, dans les circonstances que vivait le pays, pouvait contribuer à ramener les gens du fils à une plus saine appréciation des réalités autour d'eux. Nous n'avions pas de doute qu'il serait capable, dès qu'il en aurait les moyens constitutionnels, d'expliquer ce qu'est l'islam véritable et ce qu'il recommandait. Il saurait trouver la meilleure façon pour convaincre ceux qui suivaient de bonne foi les extrémistes de revenir à la raison. Il était à Paris, il m'informait qu'il rentrait à Alger pour assister aux obsèques de Boudiaf et m'assurer qu'à cette occasion, nous nous rencontrerons. Après les funérailles, il prend place à côté de moi dans ma voiture et nous nous transportons au MDN. À peine assis, il me dit une chose stupéfiante qui me montra combien nous nous étions trompés sur cet homme réputé intelligent et fin politique. Mais quelle belle mort vous lui avez donnée. Nous avons donné une belle mort à Boudiaf. Autrement dit, en l'ayant laissé là où il était, il serait mort incognito. J'avais devant moi l'homme auquel nous avions pensé pour occuper la place où s'était assis Boudiaf. Nous avons donc ramené Boudiaf de son exil pour lui donner une belle mort afin qu'Ahmed Taleb devienne président. Peu importe s'il a voulu dire ceci plutôt que cela, mais les mots pour le dire, au moment où j'avais encore la gorge nouée et la poitrine oppressée depuis le jour où, sur le tarmac de l'aéroport de Boufarik, j'avais accueilli la dépouille mortelle du président assassiné, Mendigne. J'invente au pied levé une vague entremise de sa part en direction d'un chef intégriste parmi les moins virulents, en l'occurrence Shir Sehnoun, et je reconduis mon visiteur au bas de l'escalier. Oui, au bas de l'escalier. Ali Kafi, maquisard et diplomate. C'est dans une ferme des environs de l'Harrouch, une localité du Constantinois, qu'Ali Kafi est né en 1928 au sein d'une famille paysanne. Ali Kafi a 16 ans lors des événements du 8 mai 1945. Il fait ses premières classes dans les rangs du Parti populaire algérien de Msali Hadj. Il passe en Tunisie où le néo-destour de Habib Bourguiba mène la lutte contre le régime du protectorat. Le jeune Algérien poursuit son activité militante en symbiose totale avec le mouvement national tunisien qui, dès 1952, avait pris son essor. Après le déclenchement de l'insurrection de 1954, il milite d'abord à Skikda, puis rejoint les maquis du Nord constantinois. Sous les ordres de Zerout, il participe aux offensives de mai, juillet et août 1955. En août 1956, il fait partie de la délégation de la zone 2 au congrès de la Soumam qui doit définir plus clairement les objectifs de la révolution et élire ses instances dirigeantes. Lorsque le CCE quitte le territoire national et appelle ensuite Bentobal à le rejoindre au Maroc, Ali Kafi est désigné à la direction de la Wilaya 2. Il résiste aux offensives de l'armée française et déjoue les manœuvres de ses services d'action psychologique. La Wilaya 2 sera la seule qu'épargnera la Bluite, opération d'intoxication organisée par les services français et qui conduira plusieurs chefs de wilaya à des épurations aussi sanglantes qu'injustifiées. Ali Kafi mettra Amirouche, chef de la Wilaya 3, la Kabylie, en garde contre les purges et récupérera les éléments des Wilayas 3 et 1, Ores, menacés de liquidation physique. Au nom de la légalité, il rappellera à Amirouche les limites de son autorité et exigera l'intervention du CCE. Ses appels demeurant vains,
il ne lui restera plus qu'à refuser de cautionner la réunion des chefs de wilaya qui se tiendra pourtant sur le territoire qu'il contrôle. Appelé en mai 1959 à Tunis, il franchira pour la seconde fois la ligne Maurice et sera un des 10 colonels qui réorganiseront les instances dirigeantes de la Révolution, le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, et le Conseil national de la Révolution algérienne, le CNRA. Conservateurs et rénovateurs portèrent leur choix sur lui pour présider aux destinées de l'organisation des anciens moudjahidines. Il s'évertue alors à en faire un instrument pour remettre en cause l'équilibre au sein du FLN. Mais Mouloud Hamrouche veille. Il prive l'organisation des subventions de l'État et tente de discréditer Ali Kafi en inscrivant son nom sur une liste d'attributaires de terres en autogestion qui ont été privatisées. L'opposition de Ali Kafi au gouvernement Hamrouche se durcit et c'est tout naturellement qu'il se trouvera en juin 1991 aux côtés de Sid Ahmed Ghazali. Tout au long de sa carrière, il s'est montré homme de conciliation, sans jamais transiger cependant sur l'autonomie de décision du pays et, j'ajouterai pour ma part, les valeurs de novembre. Ali Kafi n'a pas fréquenté l'école française et n'a que des relations approximatives avec la langue de Voltaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette donnée et sa passion pour l'unification de la culture pourraient aider à dépasser la segmentation, c'est-à-dire la coupure entre les élites qui pèsent lourdement dans la crise algérienne. Pourquoi suis-je allé chercher si loin? Je dois une explication. L'article 4 de la déclaration du 14 janvier 1992 stipulait clairement que nous ne resterons pas au pouvoir au-delà de l'échéance de décembre 1993. De nombreux signes m'avaient convaincu que Ali Kafi outrepasserait volontiers cette ligne rouge que nous nous sommes fixée s'il en avait la possibilité. Ali Kafi n'est plus de ce monde. Je ne citerai pas ces signes nombreux et concordants, ou du moins, pas tous les signes. Cependant, le 23 octobre, il dit devant plusieurs journalistes « Il n'y a pas de date butoir et il n'y a pas d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes ». Alors que selon l'article 4 de la déclaration du 14 janvier, il y a bel et bien date butoir. Plus tard, devant la multiplication des attentats, Zarouel tente une démarche auprès des chouyours incarcérés. Zarouel a toujours été respectueux de la hiérarchie et de la direction politique du pays. Il n'aurait jamais eu l'audace de se rendre à Blida si cela ne lui avait pas été soufflé. Mais par qui? Est-ce par Kafi? Boudiaf venait de tomber sur le franc, et pour moi, il était hors de question que l'un d'entre nous se comporte comme si rien ne s'était passé. Il est évident que les membres du HCE ne portent aucune responsabilité dans le drame d'Annaba, mais il y a la morale et l'éthique. Est-ce que ces raisons sont suffisantes pour barrer à Ali Kafi le chemin d'Al-Mouradia? Quelque part, nous avons touché à ses droits constitutionnels. Ali Kafi a tout connu dans la Révolution. Le capitaine Léger, qui avait réussi à décimer la fine fleur des cadres de la Wilaya 3 par personne interposée, avait échoué en Wilaya 2 parce qu'Ali Kafi connaissait ses hommes et avait confiance en eux. La Bleu 8 ne s'étendra pas dans le nord constantinois. C'est lui qui avait alerté le Khdar Ben Toubel sur la catastrophe qui s'était abattue sur la Wilaya 3. La disparition de Mohamed Boudiaf nous a donné un coup terrible. Nous nous sommes trouvés brusquement orphelins de l'histoire. Ali Kafi, Moudjahed de la première heure, chef d'une wilaya prestigieuse, compagnon de Zeroud Youssef, va s'inscrire dans la démarche de Mohamed Boudiaf. Le 2 juillet, il prête serment. Avec lui, l'Algérie reste dans les valeurs de novembre. Dans cette épreuve, nous serrons les rangs autour de lui. La mission de l'homme du 1er novembre assassiné va être poursuivi par un de ses élèves expérimentés. Ali Kafi, arabisé et fin lettré, sait tout de l'islam politique. Ce qu'il est, ce qu'il vise, les motivations profondes de ses leaders, leur accointance avec la réaction arabe et leur lien avec les diplomates de combat installés en Algérie. Sa connaissance de son peuple est profonde et pratique. Sa cooptation à la tête du HCE éveille l'espoir de ceux qui veulent que la langue arabe soit complètement et immédiatement le seul outil utilisé par l'administration. Il éveille l'espoir de ceux qui veulent à tout prix annuler ce qui a été fait en janvier 1992.
Il déçoit rapidement ceux qui s'attendent à le voir prendre le contre-pied des décisions de Boudiaf. Le 12 juillet, Abbasi et Minhaj sont condamnés à 12 ans de prison. Il fait accélérer la dissolution des dernières APC-FIS qui activent encore. Ces APC, outre qu'elles avaient servi de plateforme pour le lancement du djihad, avaient pour réchauffer l'enthousiasme de leurs militants dilapidé le patrimoine foncier de l'État sans s'embarrasser d'enquêtes sur la situation juridique des terrains ou des bâtis, créant de ce fait d'innombrables contentieux. Pour la langue arabe, Ali Kafi démontre qu'il est sur la ligne de Houari Boumediene, quand elle ne sera plus seulement la langue des romans à l'eau de rose, mais celle aussi des technologies et des innovations. Kafi dit « La langue arabe n'est nullement la condition sine qua non de l'accès au paradis ». Sa réponse aux avocats de ceux qui ont été condamnés à mort dans l'affaire de l'attentat de l'aéroport qui a fait des dizaines de tués et de blessés ou celle de l'attaque de l'amirauté d'Alger refroidit les espoirs des membres du collège qui s'étaient constitués pour plaider le pardon. L'ancien chef de la wilaya 2 historique rejette les recours en grâce. Que les assassins cessent d'assassiner et on reparlera. Dans le nord constantinois qu'il commandait pendant la guerre de libération nationale, il mobilise les moudjahidines et donne des instructions pour les armer et les encadrer. Les anciens membres de l'ALN ne laisseront aucun répit au groupe terroriste. Ali Haroun, profondeur et sagesse. Avec Mohamed Boudiaf, Ali Kafi ou Ali Haroun, la révolution était souvent évoquée. Ces péripéties, même les plus difficiles à se remémorer, revenaient dans nos conversations. Nous recherchions des analogies avec ce que nous vivions. Je découvre Ali Haroun et la 7e wilaya, ses héros et ses imposteurs. Ce grand patriote longtemps marginalisé fait partie de notre groupe à un poste en adéquation avec sa conscience, les droits de l'homme. Pendant sa trop longue traversée du désert, il avait défendu beaucoup de ceux qui s'étaient opposés au système, quelquefois à ses risques et périls. Être avocat en Algérie est d'abord faire preuve de courage, a dit un de ses confrères. Ceux qui, à l'étranger, le connaissent s'étonnent de le voir plaider pour la junte. Ils s'interrogent. Il répond par ses actes en étant du côté de son peuple et de ses droits, en combattant les idées de régression par la pédagogie éclairée et en restant mesuré et humain dans la réaction au terrorisme. Lors du procès des conjurés de décembre 1967, quand le chef d'état-major de l'époque, le colonel Tahar Zbiri, avait tenté de renverser Houari Boumediene, Ali Haroun, contacté par des femmes pour assurer la défense de leur père ou époux inculpés, refusait d'abord de se constituer. Il estimait que l'ancien chef de la wilaya de l'Aurès portait une grande responsabilité dans la prise de pouvoir du couple Ben Bella Houari Boumediene en 1962. Mais devant la détresse de celle qui faisait appel à lui, il se ravisait et entrait dans la mêlée. Des années plus tard, j'ai vu réunis autour d'une même table 3 hommes ayant porté chacun par sa diagonale personnelle les antagonismes de leur époque, l'ancien juge, le grand avocat et l'ex-prisonnier. Le temps révèle la vanité des ambitions et le caractère éphémère des carrières politiques, même celles dont le socle est coulé dans l'acier dont on fait les baïonnettes. Les passions s'éteignent et les plaies cicatrisent. Les souvenirs de ces hommes dont les trajectoires s'étaient jadis croisées en un lieu géométrique brûlant avaient, ce jour-là, le terne et le halo incertain des choses anciennes. Il les disait avec des mots où ne perçaient ni remords, ni regrets, ni ressentiment.